d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. On démarre par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Ce matin, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors les journaux israéliens reviennent largement ce matin sur la nouvelle diatribe du ministre de la Défense israélien à l'encontre de l'administration Obama. Eh oui, pour la deuxième fois en moins de 2 mois, le ministre de la Défense Moshe Yaalon va devoir présenter ses excuses à l'administration américaine après avoir fustigé la faiblesse de sa politique étrangère. Moshe Yaalon qui récidive donc, nous disent les journaux, puisqu'en début d'année, souvenez-vous, il avait déjà qualifié de messianique et d'obsessionnel les efforts déployés par le secrétaire d'État américain John Kerry pour parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et le journal Haaretz, qui a été le premier, on en a parlé dans cette édition, à révéler les déclarations du ministre israélien, eh bien nous apprend ce matin que Yaalon a appelé son homologue américain Chuck Hagel pour le rassurer. Il y avait dans mes propos, a-t-il dit, aucune volonté de provoquer ou encore d'heurter la sensibilité des États-Unis. Mais dans les colonnes du Yediot Ahronot, Sima Kadmon ironise ce matin: il faut appeler un chat un chat. Soit le ministre nous cache quelque chose, qui sait, peut-être qu'Israël est en réalité la plus grande puissance du monde, qu'il n'a besoin ni du soutien politique ni du soutien financier d'aucun autre État, soit, comment le formuler délicatement, nous dit Sima Kadmon, eh bien Moshe Yaalon est tout simplement un idiot. C'est ce qu'elle nous dit, Sima Kadmon, ce matin. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer le comportement d'un ministre, celui le plus important peut-être du gouvernement israélien, un ministre dont les déclarations peuvent porter très gravement atteinte à la relation avec l'un de nos plus importants, l'un des rares et peut-être l'un des seuls alliés que compte aujourd'hui Israël à travers le monde. Et dans ses déclarations, Moshe Yaalon avait laissé entendre, vous en souvenez, que compte tenu de la faiblesse des États-Unis sur le dossier iranien, eh bien Israël serait peut-être contraint de lancer une offensive autonome contre l'Iran. Des propos qui seraient en phase avec le Premier ministre, selon le Haaretz, qui révèle ce matin, en une de son édition, que le Premier ministre a ordonné à ses services de poursuivre les préparatifs d'une attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Voilà pour cette affaire, on en parle dans un instant avec notre invité. L'autre grand titre à la une de la presse du Moyen-Orient ce matin, c'est cette altercation entre l'armée syrienne et israélienne dans le Golan. Oui, en bombardant en territoire syrien en riposte à l'attaque de mardi après-midi, mais surtout en revendiquant sa riposte, eh bien Israël a souhaité adresser un message très clair à Damas: nous ne ferons pas preuve de retenue à chaque fois que notre souveraineté sera violée. Une riposte ferme, certes, mais mesurée et sélective, selon l'expert militaire du Jerusalem Post, Yaakov Leipin, une réminiscence, selon lui, de la formule utilisée face au Hamas dans la bande de Gaza: frapper suffisamment fort, certes, pour dissuader, mais ne pas frapper excessivement afin de ne pas déclencher l'escalade. Et que pensent les orientalistes israéliens du regain de tension à la frontière nord? Eh bien, consulté ce matin par le quotidien Israël Hayom, Eyal Zisser, ce professeur d'université israélien, spécialiste de la Syrie, l'affirme: Assad a tout intérêt à maîtriser les flammes de la violence face à Israël. Le régime syrien est engagé dans une lutte pour sa survie, nous dit l'universitaire, et n'a en aucun cas intérêt à ouvrir un nouveau front face à Israël, un nouveau front qui, nous dit Eyal Zisser, pourrait lui faire perdre le pouvoir. Et puis, dans les colonnes du Yediot, Guy Bechor, c'est un universitaire du centre interdisciplinaire d'Herzliya, lui estime pour sa part qu'Israël joue tout simplement à faire semblant en accusant le régime de Bachar al-Assad, car après 3 ans de guerre civile et 146 000 morts, Israël continue de croire que la Syrie c'est Assad, qu'Assad c'est la Syrie. La réalité est tout autre, nous dit Guy Bechor. Assad ne contrôle qu'un 5e du territoire syrien et la frontière avec Israël est majoritairement aux mains des rebelles. Alors pourquoi Israël ne pointe-t-il donc pas un doigt accusateur en direction des vrais coupables? Eh bien, nous dit Guy Bechor, c'est tout simplement parce que face au Hezbollah ou encore face au régime d'Assad, Israël peut encore exercer sa force de dissuasion, ce qui lui est impossible face aux fanatiques salafistes dans le Golan, mais également dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Allez, on reste en Syrie avec cette information de l'agence de presse arabe syrienne Sana. Après 3 ans de guerre civile, Damas décide de lancer une agence spatiale pour mener des recherches scientifiques. Selon Sana, le gouvernement a approuvé le projet de créer un tel organisme. Pourquoi? Eh bien, pour utiliser les technologies spatiales pour des opérations d'exploration et d'observation de la Terre et pour servir le développement. Coût de la guerre civile, 31 milliards de dollars, mais tout cela n'a pas l'air de freiner les ambitions spatiales de Bachar al-Assad. Vous le voyez donc sur cette image, le doigt levé. Peut-être a-t-il pour ambition, je ne sais pas, de reloger les rebelles sur une autre planète ou sur la Lune. Dans l'espace. Il enverra tout le monde dans l'espace. Merci beaucoup.
beaucoup Cyril. Notre invité ce matin, c'est Yoshua Amishav, ancien diplomate israélien. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'à votre avis, ça va dégénérer sur le front nord? Est-ce qu'on doit s'attendre à un affrontement entre les forces israéliennes et syriennes? Je ne pense pas, comme le disait l'expert qui vient d'être cité, je pense que les deux parties n'ont certainement pas intérêt à voir la situation se dégrader. C'est toujours le même jeu un petit peu du chat et de la souris, c'est-à-dire Israël ne peut bien entendu pas faire semblant qu'il ne se passe rien quand on tire sur les soldats et quand on s'approche de la frontière avec des visées agressives. D'un autre côté, la réponse va être calibrée. Bachar Assad a certainement beaucoup d'autres chats à fouetter que de déclencher maintenant un conflit avec Israël. Je pense que les rebelles dont les positions extrémistes sont connues et qui ne sont certainement pas enclins à la coexistence avec Israël, mais leur premier objectif est bien entendu de faire tomber Bachar el-Assad. Donc le mieux qu'Israël ait à faire maintenant, c'est de faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'être attentif chaque seconde de ce qui se passe sur le terrain, à réagir de manière pondérée, à réagir très certainement, mais mesurément, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous concerne. Et de temps à autre, si on peut donner un coup de main humanitaire pour sauver... c'est important qu'Israël poursuive ce travail humanitaire. C'est très important. Ouais, je pense que ça répond à ce qu'on peut définir comme les valeurs juives qui doivent animer notre pays. Je pense qu'il est tout à fait normal. À la limite, il n'y a même pas de quoi être fier, je dirais, mais bon, dans un contexte cruel quand même comme celui qui nous entoure et le spectacle que nous voyons de ces dizaines de milliers de morts en Syrie, on peut être fier peut-être aussi quand même que l'État d'Israël ait conservé aussi cette disponibilité à tendre la main si on peut le faire. Alors restez avec nous, on parle dans un instant de l'affaire Ya'alon. Pour l'heure, c'est le rappel des grands titres de cette matinée. Et le ministre de la Défense israélien, précisément, s'excuse officiellement auprès des Américains. Moshe Ya'alon affirme qu'il n'a jamais voulu montrer son mépris, ni critiquer ou blesser Washington. Je vous rappelle qu'il avait déclaré que les États-Unis étaient faibles et qu'Israël ne pouvait compter que sur lui-même face à l'Iran. Il s'agit de la deuxième fois en 2 mois que le ministre de la Défense critique ouvertement l'administration Obama. À la frontière entre Israël et la Syrie, la tension reste perceptible. Ce matin, le régime de Damas a porté plainte à l'ONU contre Israël pour agression, expliquant que la Jeep de Tsahal n'a pas été visée intentionnellement, mais qu'il s'agit d'une charge explosive datant de plusieurs années. Les frappes israéliennes seraient donc, pour Damas, injustifiées. Dans l'affaire de l'avion disparu, l'Australie annonce ce matin avoir repéré 2 objets peut-être liés au Boeing. Des satellites ont identifié dans l'océan Indien des débris qui suscitent toute la curiosité des enquêteurs, évidemment. Un objet de 24 mètres de long aurait été repéré. Une conférence d'urgence s'est tenue en Malaisie il y a quelques instants. Enfin, en Crimée, les drapeaux russes ont remplacé ces dernières heures les drapeaux ukrainiens sur les bases militaires de la péninsule. Des soldats russes appuyés par des miliciens augmentent ainsi leur mainmise sur la Crimée en prenant le contrôle des installations militaires. L'Amérique est faible, Israël ne peut plus compter sur elle. Ce sont donc les mots de Moshe Ya'alon. À Washington, évidemment, on voit rouge. Décryptage de ce nouveau froid diplomatique avec vous. Yoshua Amishav, ancien diplomate israélien. Qu'est-ce qui lui prend à Bougie Ya'alon? Écoutez, avant ce que je vais dire et à la suite de ce que Simona Kadmon écrivait sèchement, ou l'évoquiez il y a quelques instants dans Yediot Achronot, je pense qu'il faut quand même se rappeler que Moshe Ya'alon, c'est pas n'importe qui. Rassurez-nous tout de suite, vous ne pensez pas qu'il est idiot, Moshe Ya'alon? Non, je ne pense pas qu'il est idiot, je pense qu'il a peut-être un plan de carrière, on va en dire un mot dans un instant, mais idiot, il ne l'est certainement pas. Ou alors c'est nous tous, citoyens israéliens, qui devons nous faire beaucoup de soucis, parce qu'il a quand même été chef d'état-major, et après une carrière militaire assez spectaculaire, et il est aujourd'hui ministre de la Défense. Donc si nous, si nous pensons que nous avons là, dans ce poste crucial, un idiot, je pense qu'on aura de la peine à s'endormir. Donc je ne pense vraiment pas qu'il soit un idiot. Par contre, je pense qu'il faut considérer 2 choses quand on regarde Moshe Ya'alon. Tout d'abord, c'est une espèce de converti politique. C'est quelqu'un qui est né dans une famille ouvrière des faubourgs de Haïfa, donc
plutôt mouvance travailliste, je dirais, qui a grandi dans un mouvement de jeunesse affilié lui aussi au Parti travailliste, à Noir vers Lomed, la jeunesse travailleuse et étudiante, si on peut dire comme ça. C'est quelqu'un qui a fait partie, qui d'ailleurs théoriquement est toujours membre d'un kibbutz dans la Harava. Il a fait partie d'un noyau de jeunes qui ont fondé un premier kibbutz et après il est passé dans un deuxième kibbutz qui s'appelle Grofit où il a toujours une maison, bien qu'il habite aujourd'hui dans le centre du pays. Donc c'est quelqu'un qui a quand même grandi dans une certaine mouvance idéologique, comme je le disais, et qui a changé d'opinion. Ça, il faudrait lui demander à lui quelles sont les raisons qui l'ont amené à effectuer quand même un retournement politique assez spectaculaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il représente aujourd'hui la droite dure israélienne ? Oui, je pense que en fait, son plan de carrière, comme je disais il y a quelques instants, écoutez, le règne, entre guillemets, le règne de Benjamin Netanyahou, à un moment ou un autre... devra prendre fin. Mais oui, se terminera comme toutes les choses se terminent. Et derrière, il va y avoir la course à la succession. Moshe Yaalon est jeune pour les critères israéliens, il a 64 ans. En Israël, 64 ans pour arriver au poste de Premier ministre, c'est considéré encore très jeune. Il n'y a qu'en Italie, je crois qu'aujourd'hui, qu'on peut voir un ministre... La longévité de nos présidents, ça devrait aller. Voilà, tandis que dans d'autres pays européens, nous avons des dirigeants qui sont très jeunes. Aujourd'hui, ça fait 2-3 semaines qu'il y a un Premier ministre en Italie, Matteo Renzi, qui a 39 ans. Bon, c'est un spectacle, je pense qu'on ne verra pas rapidement en Israël. Donc pour vous, il se positionne en tant que Premier ministre. C'est tout ce qu'il fait, Bouguy Yaalon? C'est pas tout ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il faut il faut accorder aux gens, à quiconque nous parle, au moins, disons, au départ, le bénéfice de la sincérité. Il est très possible qu'il soit convaincu, mais je pense aussi, tout en considérant donc qu'il est possible qu'il soit parfaitement sincère, qu'il a avec lui la volonté de se marquer, de se positionner. Et avec un risque de taille quand même, hein. C'est pas n'importe qui les États-Unis, de s'en prendre comme ça 2 fois de suite à l'administration Obama de façon très agressive. Est-ce que c'est intelligent, c'est un bon calcul politique? Alors, on a dit qu'il n'est pas idiot, mais ça ne veut pas dire que c'est un bon diplomate. Je pense qu'il y a toujours moyen de dire les choses. On peut dire les choses les plus sévères, les plus graves, les plus, comment dirais-je, même on peut secouer un partenaire ou même un adversaire sans devoir recourir à des formules. Par exemple, ces attaques personnelles contre John Kerry. Il nous a presque dit que le type était dingue et qu'il fallait lui donner... Messianique et obsessionnel. Hein. Oui, c'est ça. Donc il a fait vraiment un portrait un peu clinique, je dirais, de John Kerry. Donnez-lui son prix Nobel et qu'il nous laisse tranquille, qui est un langage, bien entendu, qui ne peut pas passer. Et là, effectivement, on rentre dans une zone... il n'est pas le premier, Moshe Yaalon, à faire ça, où on voit des hommes politiques capables et compétents pour assouvir des ambitions personnelles. Ils sont prêts à prendre des risques qui peuvent nuire très certainement. On a frôlé l'affaire d'État. John Kerry a téléphoné personnellement à Benjamin Netanyahou sur cette affaire. Alors justement, le rôle de Benjamin Netanyahou ici aussi, je pense que le Premier ministre ferait bien, il ne me demande pas mon avis, mais s'il me le demandait, je lui dirais modestement qu'il faudrait maintenant quand même remettre les pendules à l'heure de manière un petit peu plus énergique par rapport à son ministre de la Défense, parce que... il agit librement, Bouguy Yaalon, sans concertation, sans accord préalable. Je ne suis pas dans le cénacle, dans le secret du cabinet du Premier ministre et celui de la Défense, mais oui, il semblerait que... Enfin, il ne soumet pas ses déclarations pour approbation avant qu'il ne les... publie. Simplement, ici, il va y avoir quand même une accumulation, un effet boule de neige un petit peu, parce que John Kerry et ses porte-paroles nous disent très régulièrement, il l'a dit aussi dans l'interview qu'il a donnée à Ilana Dayan il n'y a pas longtemps, j'ai la peau épaisse, ça ne me dérange pas, on peut dire sur moi ce qu'on veut, ça glisse sur moi et je continue mon chemin. Bon, ça c'est très bien pour la posture, si je peux dire. Enfin, on est tous des êtres humains, donc je pense que John Kerry aussi n'est pas fait en carton, et à un moment, les choses peuvent quand même dégénérer. Donc là, je pense que quand même... Il y a un risque concret pour les relations israélo-américaines? Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque concret. Mais pourquoi travailler dans une atmosphère empoisonnée? Je veux dire, pourquoi détruire la confiance? Vous savez, on parle toujours des 3,5 milliards de dollars et de l'assistance militaire. D'aide militaire des États-Unis. Mais les relations entre Israël et les États-Unis vont beaucoup, beaucoup plus loin. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où l'État d'Israël, en tout cas sa diplomatie, ne s'adresse à l'administration américaine
pour une infinité de sujets. Ça peut aller à des trucs spectaculaires qu'on voit tous, c'est-à-dire mettre son veto au Conseil de sécurité, mais ça va aussi à des milliers de petites choses et des nominations de personnalités israéliennes à tel et tel poste, des ouvertures de portes dans des pays avec lesquels nos rapports sont un peu tendus, des choses humanitaires aussi pour très conclure, importantes. Est-ce que l'Amérique, l'administration Obama, va pas finir par être agacée par cette droite israélienne qui n'en fait qu'à sa tête? Écoutez, Obama, il faut dire qu'il a pour le moment un agenda plus que chargé, ce qui n'a pas empêché, bien entendu, de ménager du temps pour recevoir Benjamin Netanyahu et Abou Mazen, on l'a vu. Mais le conflit du Moyen-Orient n'est plus très certainement sa priorité essentielle. D'un autre côté, c'est un président dans son deuxième mandat. Donc il ne peut plus être réélu. Donc il recouvre quand même une grande liberté de parole et d'action qu'on n'a pas quand on fait son premier mandat et on a bien envie d'en faire un deuxième. Donc oui, je pense qu'à un moment ou un autre, il va y avoir quand même à Washington une espèce un message très clair qui va être lancé. Cessez de nous chercher, parce que si vous nous cherchez, vous finirez par nous trouver. Merci beaucoup Yosha Amishav d'avoir été avec nous ce matin. Merci Cyril Amar. À suivre, Bachar al-Assad prévient l'agressivité israélienne pourrait se transformer en affrontement. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning en direct depuis Tel Aviv. Et on prend tout de suite la direction du nord d'Israël, à la frontière syrienne, où la tension reste perceptible. Ce matin, dans les rangs de Tsahal, on explique qu'en craquant une simple allumette, on pourrait enflammer toute la région. Bachar al-Assad, lui, a réagi pour la première fois. L'agressivité israélienne pourrait se transformer en affrontement. Rappel des faits en images, signé Maxime Perez, et on en parle avec lui juste après. Le bruit d'explosion et de rafales d'armes automatiques. Sur la partie syrienne du plateau du Golan, la guerre civile a repris ses droits. Mais de l'autre côté de la frontière, en Israël, les canons restent pointés vers la Syrie. C'est l'état d'alerte. Mercredi, peu avant l'aube, l'aviation de Tsahal a engagé de nouvelles frappes contre des cibles militaires du régime. 4 au total dans la province de Quneitra, une région que disputent les rebelles aux forces d'Assad. Cette nuit, l'armée israélienne a attaqué des cibles en territoire syrien. Ces cibles étaient des éléments syriens qui non seulement ont autorisé, mais également collaboré dans des attaques contre nos forces. Notre politique est très claire. Nous frappons ceux qui nous frappent. 2 brigades d'infanterie syrienne ont été la cible des chasseurs bombardiers israéliens. Un message que l'État hébreu espère dissuasif, même si du côté de l'état-major, on ne se berce d'aucune illusion. La prochaine escarmouche n'est qu'une question de temps. La frontière nord est redevenue une frontière chaude. Dans un communiqué repris par la télévision d'État, l'armée syrienne reconnaît que la riposte israélienne a fait un mort et 7 blessés dans ses rangs. Mais elle prévient son voisin, la répétition de tels actes menace la stabilité de la région. Une mise en garde dont les responsables israéliens n'entendent pas tenir rigueur. Ils affirment que sur le plateau du Golan, c'est au régime syrien d'empêcher tout embrasement, au risque d'en payer le prix, une fois de plus. Bonjour Maxime Perez, notre correspondant militaire. Alors quelle est la situation ce matin? Est-ce que Tsahal est toujours sur le qui-vive? Oui, il y a un état d'alerte renforcé. Actuellement, sur le plateau du Golan se trouvent 2 divisions d'infanterie de l'armée israélienne, notamment dans le secteur des fermes de Sheba qui jouxtate à la fois la frontière syro-israélienne et libano-israélienne. Est-ce qu'on peut comprendre, 2 jours après les faits, pourquoi ce réchauffement, cette tension a eu lieu maintenant? Il y a un contentieux ouvert entre Israël et le Hezbollah, notamment depuis cette frappe menée dans la vallée de la Beka contre une base stratégique du Hezbollah et ce convoi d'armes qui arrive en provenance de Syrie à destination du mouvement chiite. Le Hezbollah n'a rien caché, il a promis d'engager des ripostes contre Israël. La première a eu lieu vendredi, elle a échoué dans le secteur justement des fermes de Sheba, une charge explosive similaire à celle qui a touché des soldats israéliens avant-hier. Et justement, c'est la deuxième tentative du Hezbollah qui a fonctionné. Dans les 2 cas, Israël a riposté en prenant ouvertement pour cible des positions du Hezbollah et de l'armée syrienne. Israël qui prend le risque de provoquer une escalade, mais c'est un calcul, c'est un risque calculé du côté israélien. Alors, pourquoi Assad se permet-il de tels débordements? Est-ce qu'il va aller plus loin contre Israël?
Il n'en a pas vraiment les moyens. Sa priorité pour l'instant, c'est la guerre contre la rébellion syrienne. Mais néanmoins, ce qui est intéressant de relever dans ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que jamais, il y a quelques mois, ni le Hezbollah ni l'armée syrienne n'auraient osé une attaque frontalière, que ce soit à la frontière du Liban ou à la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Qu'est-ce qui a changé alors ? Il y a un sentiment d'euphorie au sein de l'armée syrienne et au sein du Hezbollah qui enchaîne les victoires sur le terrain contre les rebelles, notamment à Yabrout, c'est la dernière en date. C'est une victoire extrêmement importante qui redonne l'ascendant aux forces syriennes et à ses partisans. Du coup, côté israélien, il a fallu rétablir cette force de dissuasion qui semble-t-il qui est due à ce sentiment euphorique qui règne parmi les troupes d'Assad. Est-ce qu'on sait si c'est Assad qui a donné son feu vert directement au Hezbollah ou alors le Hezbollah agit en roue libre sur cette frontière ? Alors, très clairement, d'après les renseignements militaires israéliens, l'armée, des éléments en tout cas de l'armée syrienne, et notamment 2 brigades d'infanterie qui sont déployées sur le plateau du Golan du côté syrien, ont au minimum apporté leur assistance à des éléments armés, selon Israël, il s'agit très probablement du Hezbollah. Donc il y a une implication de la Syrie et du régime syrien dans cette affaire. Alors un mot, Maxime, pour finir sur l'Iran avec cette déclaration plutôt surprenante de Benyamin Netanyahou. Il demande à ses services, à Tsahal, de se tenir prêt à attaquer l'Iran. Comment vous expliquez cette déclaration aussi officielle ? Bon, d'abord, il n'y a pas de fumée sans feu côté israélien, surtout quand on parle de l'Iran. En ce moment, il y a les négociations à Vienne, un nouveau round de négociations entre les grandes puissances et l'Iran. Les Israéliens sont inquiets parce qu'ils regardent, parce que les projecteurs sont désormais tournés vers la Crimée, notamment ce bras de fer avec la Russie. Côté israélien, on est inquiet de ce qu'on considère comme une faiblesse, une nouvelle illustration de la faiblesse occidentale à l'égard de la Russie, comme ce fut le cas d'ailleurs sur le dossier syrien, où les Occidentaux ont finalement plié sur le plan diplomatique face à Vladimir Poutine. Donc il y a une volonté d'exercer une très forte pression sur les Occidentaux, et de toute façon on s'approche de l'heure de vérité avec l'Iran, puisque les négociations, ces périodes de 6 mois de négociations vont prendre fin dans quelques semaines. Et d'autre part, on sait, et les Israéliens l'affirment et le répètent, qu'il faut aujourd'hui, avec le nombre de centrifugeuses dont dispose l'Iran, de 4 à 6 semaines pour passer du nucléaire civil au militaire. Donc on est dans une heure critique. Maintenant, ça c'est C'est un coup de bluff ou l'armée israélienne va vraiment se préparer ? Il y a de toute façon des préparatifs qui sont en cours depuis des années, certainement renforcés parce qu'on s'approche de l'échéance. Donc il ne faut pas s'émeuvoir plus que ça de ces déclarations de Netanyahou. Mais évidemment, côté israélien, on se prépare à cette échéance. On se prépare également au jour d'après, en cas de guerre contre l'Iran. Merci beaucoup, Maxime Perez. Et nous sommes le jeudi. Le jeudi 20 mars, voici les grands titres à la une de l'actualité. Le ministre de la Défense israélien s'excuse officiellement auprès des Américains. Moshe Ya'alon affirme qu'il n'a jamais voulu montrer son mépris, ni critiquer ou blesser Washington. Je vous rappelle qu'il a déclaré que les États-Unis étaient faibles et qu'Israël ne pouvait compter que sur lui-même. Face à l'Iran, il s'agit de la 2e fois en 2 mois que le ministre critique ouvertement l'administration Obama. À la frontière entre Israël et la Syrie, on vient de l'évoquer, la tension reste perceptible. Ce matin, de son côté, le régime de Damas a porté plainte à l'ONU cette nuit contre Israël pour agression, expliquant que la Jeep de Tsahal n'a pas été visée intentionnellement, mais qu'il s'agit d'une charge explosive datant de plusieurs années. Les frappes israéliennes seraient donc, pour Damas, injustifiées. Et puis dans l'affaire de l'avion disparu, l'Australie annonce avoir repéré 2 objets peut-être liés au Boeing. Des satellites ont identifié dans l'océan Indien des débris qui suscitent toute la curiosité des enquêteurs. Un objet de 24 mètres de long aurait été repéré. Une conférence d'urgence est tenue en Malaisie il y a quelques instants. Enfin, en Crimée, les drapeaux russes ont remplacé ces dernières heures les drapeaux ukrainiens sur les bases militaires de la péninsule. Des soldats russes appuyés par des miliciens augmentent ainsi leur mainmise sur la Crimée en prenant le contrôle des installations militaires. Et on revient sur ce dossier ukrainien à présent. Les dirigeants européens se réunissent aujourd'hui et demain à Bruxelles pour chercher une riposte crédible contre Moscou après l'annexion de la Crimée. On sait que les 28 pourraient annuler le sommet Russie-Union européenne prévu à Sotchi au mois de juin. Est-ce que Kiev a riposté, elle aussi, Betsabe Salem? Bonjour Barbara. Alors Kiev a réagi, oui, en introduisant des visas pour les Russes. L'Ukraine a aussi décidé de sortir de la communauté des États indépendants, la CEI, qui regroupe 11 ex
ex-République soviétique. Deux mesures qui ont un impact, évidemment, il faut l'avouer, quasi nul, si ce n'est complètement nul sur Moscou. Quant à l'Union européenne qui envisage effectivement d'annuler le sommet de Sotchi, elle pense aussi à élargir la liste des personnalités russes et ukrainiennes pro-russes qui sont frappées d'interdiction de visa et de gel des avoirs. Mais je vous rappelle que cette première annonce de ce type de sanctions, c'était lundi, avait été accueillie avec ironie par Moscou. Alors sur le terrain, la tension est croissante, on l'a vu dans les titres. Les partisans de Moscou, secondés par les soldats russes, sont passés à l'offensive. Les soldats ukrainiens sont arrachés à leur caserne, pas forcément par la force, mais en tout cas sous la menace et dans l'humiliation, souvent devant une foule de partisans pro-russes qui les sifflent et leur demandent tout simplement de rentrer chez eux. Voilà. Alors, Moscou et Vladimir Poutine ne semblent pas s'émeuvoir de l'agitation, de cette colère timide des Occidentaux. Au contraire, pour Poutine, l'annexion de la Crimée est juste, mais surtout légale. Tout à fait, oui. Un juste retour de l'histoire, même selon la présidence russe. La Crimée, on commence à le comprendre, appartient à cet empire russe. D'autant, effectivement, que pour Poutine, tout est bon à prendre quand il s'agit de rebooster sa popularité. Regardez. Dans le cœur et la conscience des gens, la Crimée était et reste une partie intégrante de la Russie. Cette conviction fondée sur la vérité et la justice était ferme et a été transmise de génération en génération. Voilà qui justifie, selon le président russe, le rattachement de la péninsule autonome à Moscou. Un rattachement historique et qui a suivi la procédure à la lettre. Après le référendum qui s'est déroulé en Crimée, c'est l'indépendance de la région qui a d'abord été reconnue par Moscou, avant que Vladimir Poutine ne signe finalement ce traité de rattachement de la Crimée à la Russie. Mais début mars, la situation était juridiquement beaucoup plus floue, puisque la Russie s'est d'abord emparée de la Crimée quand des milliers de soldats lourdement armés, sans insigne, ont bloqué des casernes de l'armée ukrainienne dans la péninsule. Bien sûr, la soi-disant régularisation de Moscou au regard des traités et du droit ne suffit pas à épargner la Russie les critiques de la communauté internationale, l'isolement, ni les sanctions. C'était juste un coup de semonce préliminaire et une indication que les États-Unis et les alliés européens sont prêts à aller bien plus loin. Pour l'instant, c'est clairement insuffisant et ça a fait rire certaines des personnes listées sur le communiqué de presse concernant les sanctions. Des sanctions dont n'a que faire Vladimir Poutine, l'homme de la guerre froide, et sa nostalgie d'une Russie toute puissante. D'autant que la stratégie fonctionne sur le plan intérieur puisque le chef du Kremlin a vu sa popularité propulsée à des sommets, tout comme lors de sa campagne militaire d'août 2008 en Ossétie du Sud. Alors on l'a vu, pour Poutine, finalement, ce qui compte, c'est une fois plus sa popularité, sa propre puissance. Mardi, il annonçait sa victoire devant des dizaines de milliers de personnes. C'était sur la place rouge, c'était après la signature solennelle au Kremlin. Tout est bon à prendre, en tout cas, pour être la star du moment, une fois de plus. Sur cette place rouge, enflammée par Vladimir Poutine, on pouvait apercevoir de nouveaux drapeaux un peu partout. De nouveaux drapeaux, tout à fait. À côté des habituels drapeaux russes, tricolores, tsaristes ou même soviétiques, ce nouvel étendard, on l'a déjà vu lors de manifestations pro-Poutine à Moscou. C'est ce qu'on devrait voir bientôt. Voilà. Alors, c'est un drapeau avec à la droite, on voit Vladimir Poutine et à gauche, on voit un poing qui serre un serpent. Or, ce poing serré qui étrangle un serpent, c'est un symbole. Pourquoi vous faites une grimace? Parce qu'on n'a pas très bien vu, effectivement. On le voit pas très bien. Il a fallu capter un moment clé. Alors, en tout cas, on voit la tête de Poutine à droite, on voit une main qui serre un serpent à gauche. C'est un symbole qui remonte au grand procès de Moscou. Et c'est ce qu'on avait alors sur les affiches de propagande qui incitaient à l'éradication des espions, des saboteurs, des agents trotskistes. Qui c'est aujourd'hui ces saboteurs? Ce sont ceux qui menacent de sanctions et puis ceux qui osent s'opposer au régime de Vladimir Poutine. La nostalgique d'une certaine Russie. Poutine, évidemment, on le voit, sa communication est très, très importante, très présente. Et en fait, il souhaite rétablir une grande Russie, une Russie super puissante. Mais quelles sont réellement, Betsabé, les puissances de Moscou? Alors, est-ce que c'est un leurre? Alors, je voudrais vous répondre oui. Poutine s'accroche à ses idéaux d'un empire réunifié, d'une superpuissance, d'un super pouvoir. On commence à comprendre la chanson. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a même expliqué très très bien hier à Washington que l'intervention de Moscou en Crimée participe en fait d'une
stratégie beaucoup plus globale de la Russie qui pourrait intervenir dans l'est de l'Ukraine. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours sur place. Et pour répondre à votre question, en quelque sorte, cette idée de superpuissance russe, c'est devenu en fait un mythe. On entend beaucoup, mais c'est un mythe. Et comment tient-il la route ? Eh bien, il a été aménagé par une tactique poutinienne très très habile. Le quotidien Le Monde rappelle très justement que les manœuvres russes sont tellement habiles que le président Poutine a réussi à sortir indemne d'une guerre en Géorgie, qu'il a réussi à créer une union douanière eurasienne pour rivaliser avec l'Union européenne. Il a dupé l'Occident sur la Syrie, je vous le rappelle, et il a même tant qu'à faire exploiter Edward Snowden. Enfin, c'est QFD, il a littéralement torpillé la tentative de l'Ukraine de signer ce fameux accord d'association avec l'Europe. Mais derrière tout ça, si vous levez les rideaux, eh bien vous avez un système politique pourri de l'intérieur, je pense notamment à la corruption, à l'état des droits de l'homme en Russie, une armée et une économie en décomposition. Donc oui, Barbara, c'est une envie de superpuissance, mais cette superpuissance russe, c'est un leurre aujourd'hui. Ouais, elle pourrait peut-être s'écrouler venue de l'intérieur. La puissance russe, en tout cas, elle repose surtout sur le culot de Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut le dire ? Je pense que c'est un des éléments les plus importants, effectivement, c'est le culot de Vladimir Poutine, comme quand, par exemple, un exemple parmi d'autres, Poutine accusait les rebelles syriens d'être responsables des attaques d'armes chimiques, il ne recule devant rien, comme quand il réprime à tout va dans son propre pays, ou comme quand seulement hier, je vous rappelle qu'il affirmait haut et fort qu'il y avait un changement de priorité à ses yeux sur les dossiers de politique internationale. Il a déclaré que désormais, c'est le dossier du nucléaire iranien qui devrait être mis sur le devant de la scène. Comment interpréter cela ? Vous l'aurez compris, eh bien une menace à peine voilée de se désolidariser de la position occidentale sur ce sujet. Il ne recule devant rien, il n'a pas beaucoup d'atouts dans sa poche, si ce n'est son culot, une fois plus. On l'avait vu à Sochi, on le voit maintenant sur le dossier ukrainien. Voilà, et l'Iran, c'est peut-être son prochain cheval de bataille en politique étrangère, très risqué en tout cas. Merci beaucoup Betsabé, merci beaucoup Maxime. À suivre dans le Morning, on parlera de ce nouveau phénomène en Iran, ça s'appelle le parkour et les Iraniennes sont de plus en plus nombreuses à le pratiquer en se jouant de l'interdiction des mollahs. C'est un sport urbain très loin des diktats imposés aux femmes. Les images après un nouveau journal, restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on prend tout de suite la direction de l'Iran avec ce nouveau phénomène, ça s'appelle le parkour et elles sont de plus en plus d'Iraniennes à le pratiquer en se jouant de l'interdiction des mollahs. Cyril Amar, c'est quoi le parkour ? Oui, d'abord un mot sur le parcours, c'est une discipline cocorico si je puis dire, parce que c'est une discipline qui est née en France dans les années 90, dans les banlieues françaises, plus exactement dans la petite commune de Lys en Île-de-France, et c'est une discipline donc, qui allie gymnastique, acrobatie, course, saut d'obstacles et les parcoureurs, donc les participants à cette discipline, évoluent dans tout type d'environnement et utilisent uniquement leur corps pour se mouvoir et franchir des obstacles, notamment en milieu urbain. C'est la spécificité donc, de cette discipline. Mais pour les jeunes iraniennes qu'on va voir dans ce reportage, c'est beaucoup plus qu'un sport, c'est aussi un moyen de se libérer de leurs contraintes sociales. Je vous propose de regarder, on en reparle tout de suite après. Dans ce parc du nord de Téhéran, ces jeunes femmes se retrouvent chaque semaine. D'abord, elles s'échauffent avant de pouvoir bondir. Leur sport, c'est le parcours, une image qui détonne dans un pays conservateur comme l'Iran, où les femmes font généralement du sport à l'intérieur. On ne fait pas attention à ce que disent les gens. Parfois, quand on s'entraîne, ils nous critiquent et disent que ce n'est pas un sport pour les filles, que les filles doivent faire de la couture et de la broderie. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'une fille puisse s'entraîner comme un garçon. Célèbre dans les pays occidentaux, le parcours est un sport urbain qui consiste à courir, sauter et grimper sur des obstacles en faisant des acrobaties. Des mouvements d'autant plus difficiles que la loi islamique oblige les femmes à porter des vêtements amples, ainsi qu'un voile. J'ai peur que mes mouvements fassent bouger mes vêtements et montrent mon corps. J'ai peur de perdre mon voile. Malgré les contraintes, les filles restent déterminées à réussir et dépasser les stéréotypes. Pour beaucoup, le parcours, c'est juste pour les garçons. Ils pensent que les filles ne peuvent pas y arriver, particulièrement le free running. Mais nos filles prouvent qu'elles peuvent le faire comme des garçons et elles sont parfois même meilleures. Les filles s'entraînent 3 fois par semaine. Chaque mouvement est préparé à la perfection dans cette salle de sport où les risques de chute sont limités. Elles sont de plus en plus nombreuses chaque jour à suivre les cours. Aujourd'hui, elles sont presque 300 à venir ici.
On s'entraînait au parc, ensuite on a eu accès à cette salle. Pour nous, le but était d'apprendre des autres filles, mais aussi de leur apprendre des choses pour qu'on apprenne ensemble. Ensuite, on a créé ce cours. Au début, il y avait peu de filles, mais peu à peu, on s'est développé. Pendant l'été, les jours où il y a plus d'étudiants, cette salle est remplie de filles. Pour elles, le rêve serait aujourd'hui de pouvoir pratiquer leur sport en compétition au niveau national. Alors Cyril, il faut dire que les obstacles, les Iraniennes les surmontent au quotidien, tous les jours. C'est d'autant plus difficile quand la discrimination est inscrite dans la loi. Ah oui, c'est carrément le parcours du combattant pour ces femmes-là, puisque depuis la révolution islamique de 1979, eh bien, la place des femmes est presque exclusivement restreinte en Iran à l'espace privé. Je vous propose tout de suite, pour mieux comprendre le statut de la femme iranienne tel qu'il est formulé dans la Constitution, de jeter un petit coup d'œil sur cette infographie de Dani Maraj, d'ailleurs, que je salue. Et regardez, article 111, le président doit être élu parmi les hommes religieux et politiques. Politique, oui c'est bien ça, la politique c'est donc une affaire d'hommes en Iran. Deuxième article, les femmes ne sont pas autorisées à accéder à la présidence. Tout ça c'est dans la Constitution, mais la discrimination envers les femmes est également inscrite dans le Code civil. Regardez, je vous propose de jeter tout de suite un coup d'œil aux différents articles du Code civil iranien. Les femmes sont donc soumises à de sévères discriminations. Sur l'article 1108, quand une femme refuse de remplir ses devoirs conjugaux vis-à-vis de son époux sans entrave justifiable, elle ne mérite pas d'être nourrie, logée et habillée, ni même de recevoir une pension alimentaire. Autre article, l'article 117, le mari a le droit d'empêcher sa femme de choisir une profession qui va contre l'intérêt de la famille ou de l'honneur du mari ou de la femme. Article 911, l'héritage des femmes est la moitié de celui des hommes. Article 1210, l'âge légal du mariage, c'est peut-être l'article le plus cruel pour les garçons, est de 15 ans et pour les filles de 9 années lunaires. Et enfin, article 1043, le mariage des fillettes est subordonné au consentement du père ou du grand-père. Voilà, discrimination inscrite dans la loi iranienne. Alors, hasard du calendrier ou pas, au moment où reprenait les pourparlers sur le nucléaire entre l'Iran et les 5+1, la justice iranienne annonce la libération d'une femme iranienne condamnée pour adultère. Oui, il s'agit de Sakineh Mohammadi Ashtiani. Elle avait été condamnée en 2006 à la lapidation pour adultère avant que sa peine ne soit convertie à 10 ans de prison. Elle aurait été libérée pour bonne conduite selon les services pénitentiaires iraniens. Et là, Dror et Barbara, je vous laisse apprécier à sa juste valeur la déclaration d'un des porte-parole du service pénitentiaire qui a déclaré que la décision de libérer Sakineh était tout simplement le signe de la clémence de la religion, de notre religion envers les femmes. Voilà, donc sentence par l'habitation qui avait suscité l'émotion du monde entier en 2006. L'Union européenne avait qualifié cette peine de barbare, le Vatican avait appelé à la clémence et le Brésil, lui, avait même offert l'asile politique à Sakineh. Vous le voyez donc, le parcours des Iraniennes risque d'être encore un petit peu long. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous. Nous sommes le jeudi 20 mars, voici les grands titres à la une de l'actualité. Le ministre de la Défense israélien s'excuse officiellement auprès des Américains. Moshe Ya'alon affirme qu'il n'a jamais voulu montrer son mépris ni critiquer ou blesser Washington. Je vous rappelle qu'il avait déclaré que les États-Unis étaient faibles et qu'Israël ne pouvait compter que sur lui-même. Face à l'Iran, il s'agit de la deuxième fois en 2 mois que le ministre critique ouvertement l'administration Obama. À la frontière entre Israël et la Syrie, la tension reste perceptible. Ce matin, à noter que le régime de Damas a porté plainte à l'ONU contre Israël pour agression, expliquant que la Jeep de Tsahal n'a pas été visée intentionnellement, mais qu'il s'agit d'une charge explosive datant de plusieurs années. Les frappes israéliennes seraient donc pour Damas injustifiées. Dans l'affaire de l'avion disparu, l'Australie annonce avoir repéré 2 objets peut-être liés au Boeing. Des satellites ont identifié dans l'océan Indien des débris qui suscitent toute la curiosité des enquêteurs. Un objet de 24 mètres de long aurait été repéré. Une conférence d'urgence s'est tenue en Malaisie il y a quelques instants. Enfin, en Crimée, les drapeaux russes ont remplacé ces dernières heures les drapeaux ukrainiens sur les bases militaires de la péninsule. Des soldats russes appuyés par des miliciens augmentent ainsi leur mainmise sur la Crimée en prenant le contrôle des installations militaires. Et notez cette information qui vient de tomber, le commandant de la marine ukrainienne serait détenu actuellement par les forces russes. Et
Et on parle politique israélienne à présent. Le gouvernement Netanyahou, le 3e, dirigé donc par ce Premier ministre, a 1 an, presque jour pour jour, une première bougie donc. C'est donc l'heure d'un premier bilan qu'on tente de dresser avec vous, Drora Ben-Sapir. Bonjour Barbara, effectivement, premier bilan. Alors bien évidemment, dans certains domaines d'activité, 1 an, c'est assez court, hein, notamment dans le domaine économique. Il faudrait peut-être dresser un bilan plus sérieux à la fin du mandat du gouvernement actuel, donc dans 3 ans maintenant, mais on peut tout de même dresser un tout premier bilan, et c'est ce que le gouvernement lui-même a fait dans une vidéo tout à la gloire de l'action de ce 3e gouvernement Netanyahou, une vidéo qu'on va voir et que je vais commenter tout de suite. Voilà, j'aurais voulu l'avoir en face de moi, mais on va faire comme si. Voilà, donc ça va très vite, et c'est évidemment délibéré, hein, avec ces dessins, ces animations. Donc le but de ce film de propagande, c'est de montrer que d'une part, le gouvernement fait beaucoup et agit dans beaucoup de domaines où il y avait une multiplication. Là c'est assez intéressant. Vous voyez des missiles, antimissiles de type d'homme de fer, hein, qui permettent aux Israéliens de se dorer la pilule au soleil. Alors là, on parle de chômage, de croissance. On parle de chômage. Par rapport, les chiffres de chômage sont bons en Israël par rapport à ceux qu'on constate en Europe. Là, il s'agit du gaz, des ressources naturelles en gaz israéliens qui vont parvenir dans la caisse de chacun des citoyens israéliens. En tout cas, c'est ce que le gouvernement espère. La cybernétique, Israël numéro 1 mondial, la clôture de sécurité dans le sud, sur le long de la frontière sud, qui a permis de réduire et de supprimer quasiment en fait le nombre de migrants illégaux qui s'infiltrent en Israël par la frontière égyptienne, la construction de plusieurs jardins d'enfants, le fait que les bacheliers, que les lycéens aient moins d'épreuves au bac. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en tout cas c'est présenté comme étant très positif. La plus grande concurrence entre les compagnies aériennes qui permettrait, c'est pas encore le cas, une éventuelle baisse des prix des billets d'avion, etc. Qu'est-ce qui nous attend pour l'an prochain? Le gouvernement va poursuivre ses efforts, nous dit-on, pour contrer la menace iranienne, pour trouver de nouveaux débouchés à l'économie israélienne, notamment en Extrême-Orient et en Amérique du Sud. Une nouvelle faculté de médecine va voir le jour dans le nord du pays, à Safed. Des fibres optiques, et c'est extraordinaire, des fibres optiques qui permettront une plus grande vitesse dans les connexions Internet pour tous les Israéliens. Pas un mot sur le processus de paix. Non. Voilà, vaut mieux éviter. Hein. C'est un bilan positif, tout va très vite. Donc le gouvernement aurait fait plein de choses. Et le gouvernement a fait beaucoup de choses. Hein. Dans ce petit film de propagande, il y a effectivement des acquis tout à fait réels. Alors on peut effectivement rentrer dans les détails, mais le fait que le processus de paix israélo-palestinien n'apparaît pas dans le film, c'est pas innocent. Peut-être que dans l'entourage du Premier ministre Benjamin Netanyahou, on considère que les Israéliens se désintéressent, Barbara, du processus de paix en cours, des négociations israélo-palestiniennes. Et c'est peut-être pas si éloigné de la réalité, et que donc ce n'est ni du point de vue du gouvernement israélien ni un véritable acquis ni un véritable échec. Qu'est-ce qui pourrait être l'ombre au tableau quand même pour cette première année du gouvernement, c'est l'échec pour le moment de ces discussions de paix? Écoutez, si c'est très compliqué, parce que si ces négociations réussissent, alors la coalition gouvernementale pourrait être menacée, étant donné que le parti de Naftali Bennett pourrait la quitter. Mais il y a cette loi sur le référendum qui vient d'être votée. Si les négociations échouent, comme il semblerait que ce soit le cas, alors toute la question est de savoir est-ce que le gouvernement israélien a réussi ou va réussir à convaincre les opinions publiques internationales, les dirigeants internationaux, que c'est de la faute aux Palestiniens, que ce sont les Palestiniens qui ont fait preuve d'une mauvaise volonté. L'ombre au tableau dans le domaine du processus de paix, c'est le fait que des initiatives de boycott ou de boycott partiel se multiplient dans le monde occidental contre Israël, et donc ipso facto, qu'Israël ne parvient pas à convaincre les opinions publiques internationales, notamment en Europe et aux États-Unis, de sa bonne volonté. Et ça, c'est peut-être un échec, ou les prémices d'un échec de ce gouvernement dans le domaine diplomatique. Dans le domaine diplomatique également, Israël n'est pas parvenu à convaincre encore une fois, l'opinion publique internationale et les gouvernements occidentaux de la réalité de la menace iranienne, après le succès qui a été tout de même les sanctions économiques qui ont été décidées par les responsables occidentaux du fait de l'activisme du Premier ministre Netanyahou. C'est intéressant de constater qu'on n'a pas vu aussi la conscription des ultra-orthodoxes, qui est quand même
un succès historique pour le gouvernement, puisqu'il a réussi à... J'allais en parler, effectivement. On va y revenir. D'abord un mot peut-être, on a parlé du volet diplomatique, du bilan économique de cette première année du gouvernement Netanyahou. Il est plutôt positif ou négatif ? Alors tout dépend de quel point de vue on se place, parce qu'effectivement, d'un point de vue strictement économique, les données sur l'économie israélienne, notamment sur la croissance, sur le taux de chômage, sont assez favorables, et ce sont des données dont certains pays européens notamment pourraient nous envier. Mais sur le plan social, vous savez que Yair Lapid, le ministre des Finances, a perdu une très bonne part de sa popularité. Les Israéliens ne s'attendaient pas à ce que Yair Lapid décide d'une telle cure d'austérité budgétaire, parce qu'il s'inscrit dans la continuité des précédents gouvernements et des précédents ministres des Finances, à savoir il faut se serrer la ceinture. Donc ce qui permet effectivement d'avoir des résultats économiques à strictement parler qui sont plutôt favorables, plutôt positifs. Mais Israël est le pays qui détient malheureusement la lanterne rouge de tous les pays de l'OCDE concernant le nombre de personnes et de familles considérées comme pauvres. Et ça concerne aussi des gens qui travaillent. Ça ne concerne pas forcément des chômeurs, puisqu'on a vu qu'en Israël, il y avait relativement peu de chômeurs par rapport aux autres pays de l'OCDE. Par contre, des familles israéliennes, des foyers israéliens considérés comme étant en dessous ou autour du seuil de pauvreté, ils sont très nombreux, proportionnellement beaucoup plus par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et c'est bien évidemment préoccupant. Le coût de la vie, le coût de l'immobilier, bien évidemment, l'un des grands chantiers du gouvernement. Le gouvernement, pour l'instant, n'est pas parvenu à faire en sorte que l'immobilier coûte moins cher en Israël. Et puis les salaires sont toujours aussi bas, si on parle en tout cas de moyenne. Donc, à la fois positif au niveau économique, macroéconomique, puis au niveau économique et social, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a une opinion publique qui reste en demande de grandes réformes. Un mot de pure politique, la coalition rassemblée autour de Netanyahou, elle tire la route depuis un an ? Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, Barbara, est effectivement crucial. La loi qu'on a évoquée avec Cyril sur la conscription des ultra-orthodoxes, qui est passée au forceps, avec deux autres lois tout aussi cruciales, celle sur le référendum et celle sur le changement en fait du système électoral, quasiment avec une augmentation assez importante du seuil d'éligibilité. Ces trois lois, finalement, elles sont passées, et elles ont eu comme résultat de faire en sorte que chacune des composantes de cette coalition gouvernementale assez hétéroclite peut s'estimer aujourd'hui satisfaite. Lieberman peut s'estimer satisfait du hausse du seuil d'éligibilité, Lapid de la loi sur la conscription des orthodoxes, Bennett, le foyer juif, de la loi sur le référendum. Donc on a une coalition hétéroclite qui a donné la preuve la semaine dernière de sa solidité, de sa stabilité, parce qu'elle réussit finalement à satisfaire tout le monde. C'est un peu la quadrature du cercle qui a été obtenue la semaine dernière, avec le fait que ces trois lois cruciales encore une fois, ont été votées. Chaque composant de la coalition peut s'estimer satisfaite, et donc on peut s'attendre à ce que cette coalition continue et parvienne peut-être au terme de son mandat. De ces 4 ans de mandat, qui sera sans doute le dernier pour Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup. Ça j'en suis pas aussi sûr. Ça, c'est pas si sûr. On en reparlera. Merci beaucoup, Dror. Merci, Cyril. À suivre dans le Morning, l'émission de télé-réalité la plus populaire dans le monde arabe ouvre enfin ses portes aux Palestiniens. Arab Idol va s'installer pour la première fois à Ramallah. Les images après un nouveau journal. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Bonjour Virginie Khalifa, bonjour Rudy Sada. On va commencer par vous, Rudy. C'est l'actualité sur Internet, c'est la revue du web. Le gros buzz du moment, ça fait quelques minutes, mais le net s'emballe. C'est ces possibles débris du Boeing retrouvés et annoncés par l'Australie. Oui, les internautes se sont réveillés ce matin avec ces nouveaux éléments et ils essayent d'en savoir plus. Alors un compte à suivre pour essayer de comprendre, c'est celui du journaliste William Raymond qui tweet beaucoup d'éléments et d'informations plutôt fiables, à commencer par cette image, l'image satellite de la zone où les débris ont été repérés. Alors elle a été beaucoup partagée, on y voit peu de choses encore, on voit juste les côtes australiennes
à l'est. Alors il ajoute 2 éléments intéressants. Tout d'abord, qu'il n'y aura pas de confirmation officielle sans que les débris soient remontés. Et il dit qu'au niveau des ambassades, on se prépare à l'annonce officielle de cette découverte. Et il explique que le scénario possible pour lui, c'est que s'il y a débris, il y aurait eu suicide. En tout cas, c'est pour lui la thèse qui est privilégiée par les enquêteurs américains depuis vendredi dernier. Suicide du pilote qui se confirmerait avec ces débris. Alors autre image, vous la voyez, elle a été très partagée, c'est une infographie au niveau un peu plus clair, c'est les zones de recherche. Vous voyez les 2 zones de recherche dont je vous parlais d'ailleurs avant-hier, et vous voyez en vert tout en bas de la carte la zone dans laquelle les débris ont été retrouvés, donc effectivement dans la zone de recherche. Quoi qu'il arrive, pour les internautes, le dénouement de 12 jours d'interrogation est proche et comme le dit Philippe Antoine, c'est une piste sérieuse et forcément dramatique comme cette publicité en ligne qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux depuis hier. Elle date d'il y a quelques mois et le slogan de la Malaysia Airlines pour lancer son Boeing 777 était « Wherever you go, no one will never know ». Où que vous alliez, personne ne le saura jamais. Oui, ça fait froid dans le dos. Prémonitoire. Prémonitoire. Et on parle de la Crimée sur Internet ce matin également, avec une guerre des mots. Oui, alors l'histoire est en train de s'écrire en ce moment sous nos yeux et sur Internet aussi. Alors vous connaissez le principe de Wikipédia, Barbara. Oui. C'est donc une encyclopédie mondiale dans laquelle les auteurs ne sont autres que les internautes eux-mêmes, une encyclopédie participative en résumé. Alors, le blog du Monde, du journal Le Monde, a remarqué que la bataille pour la Crimée se jouait aussi sur Wikipédia. La question de fond qui agite les internautes est de savoir est-ce qu'il s'agit d'une province russe ou ukrainienne. Historiquement, chacun écrit l'histoire à sa propre manière et résultat, pour le seul mois de mars, 500 changements ont été remarqués sur cette page de Crimée, sur les forums, parce qu'il y a aussi des forums où les auteurs discutent entre eux, les internautes se prennent à partie et au final, la page Wikipédia de la Crimée est devenue un mélange de faits passés, de faits présents et surtout de faits complètement incorrects. Donc soyez prudents sur Wikipédia. N'allez pas sur la page Crimée. Oui, la seule page fiable, c'est celle de Virginie Khalifa. Celle de Rudy Saada. Je ne l'ai pas encore créée, mais je l'attends. Rudy, on parle maintenant d'une idée simple, belle et efficace. Oui, alors on la doit à Vincent, Chao et Théo. Ils sont français, ils n'ont pas plus de 17 ans et ils ont eu une excellente idée, permettre aux internautes de faire un don gratuitement, juste par un clic. Leur plateforme, elle s'appelle Goodid. Elle a déjà permis de faire plus de 15 000 dons. Alors le fonctionnement est très très simple. Vous vous identifiez avec votre compte Facebook, vous choisissez ceux que vous voulez financer. Alors vous avez 3 choix, soit des sachets de riz, soit un arbre planté ou encore un vaccin. Et il vous suffit ensuite de visionner une vidéo publicitaire qui dure à peu près 2 minutes. Et le principe, c'est que à la fin de cette vidéo, le don est effectué. Alors ils sont encore étudiants, ils poursuivent leurs études et leur idée est un vrai succès. Plus de 4000 likes sur leur page Facebook. C'est une idée très simple et efficace. C'est grâce à la pub en fait que le don est fait. Pas besoin de sortir sa carte bleue. C'est exactement ça l'idée. Vous regardez une vidéo pendant 2 minutes. Une fois que vous avez terminé le visionnage, le don est envoyé. Pas mal. On termine avec une histoire qui mêle le fisc et réseaux sociaux. Oui, alors vous vous souvenez, il y a quelques mois, des journalistes qui surveillaient le compte Instagram de Johnny Hallyday, le chanteur, pour tenter de prouver à partir de photos, avec leur date des photos et les lieux, que le chanteur n'était pas un vrai résident suisse comme fiscalement il doit l'être. Eh bien, l'histoire d'Andrew Javis, c'est un petit peu l'inverse. C'est un architecte américain et pour son travail, il partage son temps entre Philadelphie et New York et il décide un jour donc de prendre un appartement à Manhattan pour des raisons pratiques. Alors cela dit, il était quand même toujours résident de Pennsylvanie. Sauf que l'administration fiscale new-yorkaise l'entendait pas de cette oreille. Elle lui réclame des impôts locaux non payés. Il doit donc apporter la preuve qu'il réside plus de 182 jours par an, non pas à New York, mais en Pennsylvanie, pour ne pas payer cette taxe. C'est alors que sa fille, qui est une férue de réseaux sociaux, crée pour lui donc le compte Instagram que vous êtes en train de voir, qui s'appelle Revenu Selfie, qui est en fait un jeu de mots avec Internal Revenue Service, qui est le nom de l'administration fiscale américaine. Le principe est simple, prouver jour après jour, avec quasiment la même photo, devant sa maison, de temps en temps même le journal du jour, qu'il est bel et bien en Pennsylvanie. Son histoire a fait le tour du net, mais attention, regardez, là on voit la photo d'hier sous la neige, et certains internautes dans les commentaires le soupçonnent aussi de faire d'être un montage. Exactement, un vulgaire faux par Photoshop. En tout cas, voilà, il a l'air pas très couvert pour un jour de neige et son histoire a fait le tour d'internet, mais il essaye de prouver par Instagram, mais c'est pas forcément vrai, on ne sait pas. Bon, c'est une tentative comme une autre. C'est ça. Merci Rudy, restez avec nous. Merci à vous. Le
Nous sommes le jeudi 20 mars, vous êtes sur i24 News, voici les grands titres à la une de l'actualité. Le ministre de la Défense israélien s'excuse officiellement auprès des Américains. Moshe Ya'alon affirme qu'il n'a jamais voulu montrer son mépris, ni critiquer ou blesser Washington. Je vous rappelle qu'il a déclaré que les États-Unis étaient faibles et qu'Israël ne pouvait compter que sur lui-même face à l'Iran. À la frontière entre Israël et la Syrie, la tension reste perceptible. Ce matin, notez que le régime de Damas a porté plainte à l'ONU contre Israël pour agression, expliquant que la Jeep de Tsahal n'a pas été visée intentionnellement, mais qu'il s'agit d'une charge explosive datant de plusieurs années. Les frappes israéliennes seraient donc pour Damas injustifiées. Et dans l'affaire de l'avion disparu, on l'a évoqué, l'Australie annonce avoir repéré 2 objets peut-être liés au Boeing. Des satellites ont identifié dans l'océan Indien des débris qui suscitent donc toute la curiosité des enquêteurs. Un objet de 24 mètres de long aurait été repéré. Une conférence d'urgence est tenue en Malaisie il y a quelques instants. Enfin, en Crimée, les drapeaux russes ont remplacé ces dernières heures les drapeaux ukrainiens sur les bases militaires de la péninsule. Des soldats russes appuyés par des miliciens augmentent ainsi leur mainmise sur la Crimée en prenant le contrôle des installations militaires. Retour en Israël, on vous emmène ce matin dans les coulisses d'un jeu télé de Big Picture. C'est un quiz où le public peut jouer depuis son salon, chez lui, à la maison. Ce que vous allez voir sont des images d'un pilote en réalité, puisque le format n'existe pas encore et il va être bientôt présenté au mois de juin, non, au mois d'avril prochain. Ce sera au salon du MIP en France, à Cannes. C'est une exclusivité i24 News, Avri Rosen, Zvi avec David Gombin. The Big Picture, c'est un nouveau jeu télévisé. L'originalité de ce quiz, les participants doivent répondre à des questions, toutes liées à des photos. Un jeu qui s'inspire de la tendance du sharing, le partage des images sur les réseaux sociaux. En toile de fond, la volonté de surfer sur la tendance du multitasking, c'est-à-dire en combinant télé et téléphone portable. Voilà de la télé qui n'est pas passive. Vous ne regardez plus la télé tout en absorbant le contenu, mais vous êtes partie prenante de ce contenu. Et je suis sûr que c'est ce que tout le monde veut. Au moyen d'une application dédiée, le public peut participer à l'émission en utilisant son smartphone tout en regardant l'émission. En jeu, un jackpot d'$1 million. Une émission présentée par l'ancien animateur d'Australian Idol, le pop star australien Andrew Gunserg. Ça permet aussi aux gens de jouer avec leur téléphone en main, de prendre part au jeu en direct et de gagner de l'argent. Pour la première fois, les téléspectateurs à la maison peuvent jouer et ainsi aider les candidats présents avec nous en studio. L'objectif annoncé, c'est bien sûr de mieux fidéliser les téléspectateurs. Détail amusant, le créateur du concept, Nimrod Harel, est aussi illusionniste, très connu des téléspectateurs israéliens. Une expérience qui l'a inspiré dans le processus de développement. Une partie de mon savoir consiste à savoir comment créer une illusion. Ici, il s'agit d'une gigantesque illusion, puisque je veux que les gens chez eux rentrent dans notre écran. Les producteurs de l'émission ont créé un pilote à grande échelle dans un studio en Israël, dans le but d'étendre ce concept au monde entier. Un concept qu'ils tenteront de vendre en avril prochain à l'occasion du MIP TV de Cannes. Virginie, on parle télé toujours avec vous. C'est une émission de télé-réalité, un télécrochet très connu, Arab Idol, et il ouvre désormais ses portes aux Palestiniens chez eux. Effectivement, une grande nouvelle pour les habitants de Cisjordanie. L'émission Arab Idol a ouvert ses portes aux jeunes talents du coin, c'est officiel. C'est une audition qui a été mise en place dans un hôtel luxueux à Ramallah. Une grande première, les jeunes Palestiniens pourront maintenant réaliser leurs rêves, se faire connaître dans le monde entier et peut-être s'en sortir financièrement. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Alors, ils étaient nombreux, les Palestiniens, à participer à Arab Idol jusqu'ici ? Eh bien, écoutez, environ 500 jeunes âgés entre 15 et 30 ans. Ils se sont rendus à ces auditions qui ont eu lieu au Parc Hôtel de Ramallah. Ça s'est passé lundi dernier. Ils ont pu participer à l'une des plus importantes compétitions dans le monde arabe. Leur envie est bien suivre l'exemple du dernier gagnant de l'émission, Mohamed Assaf, pour pouvoir s'exprimer en chanson loin des conflits et des tensions auxquels ils doivent faire face au quotidien. Une grande fierté en tout cas pour les habitants. Regardez. Mohamed Assaf represents, in my opinion, Palestine, and he has united the Palestinian people despite the chaos that we are in. In Gaza, giant posters urge people to support and vote for him on the show.
Voilà, on le voit, les Palestiniens étaient heureux de voir l'un des leurs dans cette compétition l'année dernière. Alors cette grande première n'a laissé personne indifférent. Les fans sont de plus en plus nombreux et les candidats comme les parents ne rêvent que d'une chose, voir un nouveau Palestinien remporter cette compétition. Alors pour la plupart, cette première c'est le début d'un grand changement. On espère voir de plus en plus d'émissions se déplacer dans le coin, loin de la politique. C'est ce qu'on veut vraiment et c'est ce que veut aussi le papa d'Assaf. Regardez. The problem with singing in the Gaza Strip is there isn't any money or the institutions to lend support. There's no interest. All the work is done through private efforts. Asaf's family are surrounded by well-wishers as they watch their son perform on the show from Gaza. Now 23 years old, he began singing at the age of 5 in his hometown Khan Yunis. Voilà, donc pour lui, la musique, c'est une solution pour pouvoir avoir la paix et puis aussi une solution pour pouvoir s'unir, un phénomène qui a inspiré beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la région. Je vous propose d'ailleurs peut-être de revoir le morceau qui a permis à Mohamed Assaf de gagner. والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان الحجر مقواه والسين سؤال السجين. Alors, Virginie, pourquoi il a fallu attendre cette année en fait pour que Arab Idol arrive jusque dans les territoires palestiniens? Bien écoutez, déjà on va réexpliquer ce qui s'était passé à l'époque. C'est que Mohamed Assaf avait dû se rendre au Liban pour pouvoir participer au concours. Alors jusqu'ici les productions avaient peur, elles avaient peur de l'instabilité des territoires palestiniens. Mais ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on les a rassurés. On leur a pointé du doigt les événements en Égypte, en Syrie. On leur a dit alors pourquoi pas aussi de notre côté. Alors à Gaza il y a des hôtels, une vie nocturne active. Il n'y a pas uniquement que la guerre avec Israël et puis les tensions avec le Fatah. Donc aujourd'hui, tous les Palestiniens sont heureux de pouvoir participer officiellement à cette émission. Voilà, on leur souhaite tous bonne chance. On termine toujours en musique, mais cette fois en Israël. Effectivement, cette fois en Israël avec un concert. Alors je vous ai parlé de Beyoncé hier, qui se rendra donc pour la première fois en Israël le 15 juin prochain. Une autre chanteuse américaine, elle a 27 ans, elle sera en Israël très prochainement. Elle donnera aussi son premier concert. Il s'agit de Lana Del Rey. Le show aura lieu le 20 août prochain au stade Nokia Arena. N'oubliez pas de prendre vos tickets, Rudy. Alors son côté dark et sexy a charmé le monde entier. On le sait, elle a remporté de nombreuses récompenses pour sa musique, dont des Brit Awards ou encore des EMA. Bref, une artiste qu'on attend de pied ferme dans le pays. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Virginie, merci Rudy, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien et on se quitte avec Lana Del Rey. Don't fail me now. Take me to the finish line. Oh, my heart, it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets.
Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey.